Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Public Sénat. Un fonds public d'indemnisation pour les victimes du Mediator va être mis en place avant la fin de l'été. C'est ce qu'a annoncé la semaine dernière Xavier Bertrand, ministre de la Santé. Un texte devrait donc être présenté en Conseil des ministres d'ici la fin du mois ou début mai pour un vote définitif par le Parlement avant la fin de l'été. Ce n'est toutefois pas le contribuable qui financera ce fonds, mais bien les laboratoires Servier, a indiqué Xavier Bertrand. Les laboratoires Servier qui d'ailleurs devraient payer plus cher car ils y seront contraints par une loi. C'est donc dans ce contexte que la mission d'information du Sénat sur le scandale du Mediator a organisé une table ronde avec des associations de patients. Table ronde que je vous propose de suivre tout de suite. Bonne matinée à tous. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Donc nous allons commencer cette audition en l'absence, vous le remarquerez, de Madame la rapporteure qui est pris par le débat sur la bioéthique. Et peut-être qu'elle va pouvoir nous rejoindre avant la fin de cette audition, mais je ne vous le promets pas, j'essaierai de la remplacer, même si c'est une tâche qui est difficile pour moi, mais enfin, j'essaierai de faire pour le mieux. Donc, mes chers collègues, nous allons donc poursuivre nos auditions ce matin, excusez-moi, avec les représentants donc d'un certain nombre d'associations qui jouent un rôle très important dans le domaine du médicament et de la santé. Alors, nous avons donc organisé cette table ronde avec les représentants des associations suivantes. Monsieur Dominique Michel Courtois, ici présent, qui est président de l'association des victimes de l'isomyride et du Mediator. Monsieur Karim Félicie, conseiller national, et Madame Marie Ruelleux, de la FNAT, Association des accidentés de la vie. Madame Sophie Lepalec, présidente de l'Association des malades des syndromes de Lyell et de Steven Johnson. Monsieur Gérard Raymond, de l'Association française des diabétiques, et nous attendons Monsieur Christian Saoud, président du collectif interassociatif de la santé. Pardon ? Monsieur Saoud s'excuse, il ne sera pas là, il ne sera pas présent. Il est à une commission sur la dépendance. Mais il nous a chargé de répondre à sa place. De toute façon, vous êtes membre du CIS. Nous sommes membres du CIS. Donc alors vous allez prendre les deux casquettes. Vous pourrez intervenir. Dans votre intervention, vous pourrez donc nous parler aussi du CIS. Parfait. Bien, alors je vous rappelle, pour être clair, que cette audition est ouverte à la presse et fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel en vue de sa diffusion sur le site internet du Sénat et éventuellement sur la chaîne publique Sénat. Donc voilà comment nous allons procéder. Je vais vous donner la parole à tour de rôle et ensuite nous vous poserons un certain nombre de questions qui nous apparaîtront à la suite de cette audition. Donc je vais passer la parole par ordre en procédant de la gauche de la droite vers la gauche, non, de la droite vers la gauche, effectivement. Madame Sophie Lepalec, donc vous avez la parole. Merci Monsieur le Président de nous donner l'occasion d'exprimer notre point de vue, de faire connaître l'association Amaliste. Nous représentons les victimes des syndromes de Lyell et de Steven Johnson. Pour présenter rapidement ces maladies, ce sont des réactions très graves qui se traduisent par un décollement brutal de la peau et des muqueuses, décollement parfois très très étendu. La victime doit impérativement être prise en charge dans une unité spécialisée. La douleur est évidemment extrême. Il y a 30% de décès. 90% des cas sont des réactions médicamenteuses. Certains peuvent être liés à une infection à mycoplasme. Mais sinon, pour le reste, on a identifié à ce jour une douzaine de molécules à risque élevé de syndrome de Lyell, parmi lesquelles les sulfamides anti-infectieux, certains anti-inflammatoires, certains anti-épileptiques, l'allopurinol et la névirapine.
Il y a bien sûr d'autres médicaments, mais ils n'ont pas un risque aussi élevé qui a été relevé. C'est une maladie orpheline, il y a 150 cas qui sont à peu près par an en France, 1 millier dans l'Union européenne. C'est également une maladie chronique. 95% des survivants gardent des séquelles invalidantes et évolutives qui bouleversent leur vie. Et ça, c'est quelque chose d'assez récent. On a eu du mal à démontrer que les gens ne s'en sortaient pas indemnes. L'identification du médicament est très difficile puisqu'il y a un effet retard entre la prise et la survenue de la réaction. Les moyens donnés à la recherche sont très insuffisants à ce jour, tout comme la prise en charge des séquelles qui est quasi inexistante, sauf peut-être pour les séquelles les plus graves qui sont les séquelles oculaires. Mais beaucoup de traitements ne sont pas pris en charge, comme ça concerne la peau, les yeux, les dents. C'est souvent des domaines qui sont mal pris en charge par la sécurité sociale. Il faut savoir qu'il y a quelques années, en 2003, il y a un dispositif très innovant qui est apparu et qui permettait de changer radicalement la vie des malades. Et les victimes ont dû payer pour mener l'étude sur ce dispositif, sur les vers scléraux, afin de prouver leurs bénéfices et d'obtenir la prise en charge par la sécurité sociale. Ce qui caractérise par rapport aux médiateurs, notamment ce type de réaction, c'est que c'est souvent un risque accepté et que partant de là, il n'y a pas tellement de retombées médiatiques. Pourtant, il y a autant, voire peut-être plus de victimes que le médiateur, si on fait le compte au total. Pour vous donner un ordre d'idée que vous connaissez bien, sur les 4 dernières années, ça correspond à peu près 450-500 victimes avec un peu moins de 150 morts. Et sur les 33 dernières années, c'est entre 3500 et 4000 victimes et environ 1000-1200 morts. Mais vous parlez en France? En France. En France. Oui. Donc, Amalist a été créé en 2002, on est agréé depuis 2007. On est une association de patients et de victimes. C'est-à-dire qu'on essaye à la fois de lutter pour une meilleure prise en charge, pour la recherche sur ces maladies et pour l'indemnisation. Nos moyens, nos partenaires, je dirais, sont le Centre national maladies rares, qui est situé à Henri-Mondor à Créteil, avec de nombreux centres affiliés en région, et un registre européen dont le copilote est situé en France, et qui fait également des études épidémiologiques et de la recherche. Donc on essaye d'amener une vision d'ensemble sur la gestion du risque. On travaille à la fois sur la recherche, la prise en charge, et on aurait aimé, mais on n'y est pas arrivé, à ce que cette gestion globale du risque puisse intégrer en amont l'AFSAPS et en aval, je dirais, l'ONIAM pour l'indemnisation des victimes. Il nous semble qu'une gestion du risque correcte devrait intégrer toute cette chaîne, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Je voudrais rapidement aborder 2 thèmes qui sont à la fois en liaison avec le contrôle et l'évaluation des médicaments et aussi notre expérience d'association de victimes. D'une part, une analyse très très rapide du système de surveillance du risque tel que nous, on a pu en faire l'expérience au travers du syndrome de l'aïeul et notre coopération avec l'AFSAPS. Et puis un deuxième point qui est l'analyse de la prise en charge du risque et notamment de l'indemnisation. Globalement, sur la surveillance du risque et le système de pharmacovigilance, il nous semble qu'un des points faibles, c'est que ce système ne repose pas sur un système d'information décisionnel. C'est-à-dire que le système d'information de la pharmacovigilance consiste à comptabiliser en entrée la réalisation des risques, donc les effets indésirables des médicaments, notamment au travers de la notification spontanée, mais il n'est pas en sortie un véritable outil d'aide à la décision. Et je pense que mettre en place un véritable outil d'aide à la décision fait partie des grands enjeux de la pharmacovigilance, avec aussi, il faut le dire, celui de la sous-notification patente des effets indésirables graves. Donc aujourd'hui, on a un système qui ne permet pas d'automatiser le déclenchement des alertes, puisque c'est un peu le but de ce système, c'est de dire à un moment donné, le risque est plus acceptable, donc on déclenche une réévaluation. Aujourd'hui, il y a 2 façons de le faire, c'est soit le délai des 5 ans, la fin du délai de surveillance des 5 ans, soit sur décision du directeur de l'AFSAPS, et ces 2 procédures ne peuvent pas être efficaces. Parce que d'une part, le délai des 5 ans est à notre sens complètement artificiel. Le temps n'est pas le critère pertinent pour mesurer le risque d'un médicament.
Le critère pertinent, c'est la population qui est exposée à la substance active pour la première fois. Et cette population, elle va s'estimer en fonction du niveau de risque qu'on cherche à détecter et majorée évidemment du taux de sous-notification des médicaments. Par exemple, si on veut détecter un risque de 1 sur 10 000 nouveaux utilisateurs et qu'on suspecte ce risque, comme c'est le cas pour le Lyell, d'être notifié seulement une fois sur 2, ben la population pertinente, c'est 20 000 personnes. Mais si c'est une personne sur 10, un cas sur 10 qui est remonté, ça va être 100 000, etc. Pour ce qui est de la décision du directeur de l'AFSAPS, on voit que c'est pas très efficace aujourd'hui, et pour cause. Quand on a un portefeuille de 5000 molécules, si on n'a pas derrière un système d'aide à la décision qui vous aide à générer automatiquement des alertes, c'est un petit peu difficile d'avancer de façon efficace. À notre sens, ce qui manque fondamentalement en amont de la procédure pour générer ces alertes, c'est de fixer, lorsqu'on accepte un risque, quand on autorise la mise sur le marché d'un médicament, c'est de fixer un niveau de risque attendu. C'est-à-dire en quelque sorte un seuil maximum d'acceptabilité du risque, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Quand on accepte un risque, on l'accepte quel que soit le niveau de réalisation. Et nous, on a eu pas mal de surprises au niveau des médicaments causant du Lyell, parce que finalement, on n'a pas du tout de visibilité sur à partir de quel moment le risque n'est pas acceptable, et plus acceptable, et à partir de quel moment l'AFSAPS va réagir. Je vais vous donner 3 exemples qui vont vous faire un peu plus comprendre notre désarroi. En 2001, l'AFSAPS a suspendu l'AMM des sédatifs légers qui contenaient du phénobarbital, au motif que ces médicaments avaient un SMR insuffisant et qu'ils avaient en plus provoqué sur 10 ans une douzaine de cas de Lyell. S'ils avaient remonté 12 cas, ça veut dire qu'il y en avait au minimum 24, et le médicament était sur le marché depuis 50 ans, donc ça fait facilement plus de 100 cas de Lyell dus au phénobarbital sur les 50 dernières années. Donc on se demande pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre 2001 pour tout d'un coup se dire « tiens, on va enlever ce médicament du marché ». Et à côté de ça, en 2005, l'AFSAPS a ordonné le retrait des immunostimulants, au motif aussi d'un SMR insuffisant, et d'effets indésirables type crise d'asthme, purpura, œdème du visage, fièvre, plus un cas douteux de Lyell. Et ce cas douteux de Lyell a suffi à ce qu'on retire ce médicament du marché. Alors une petite anecdote entre guillemets amusante, c'est que la victime de ce syndrome de Lyell, elle, quand elle est allée devant l'ONIAM pour obtenir indemnisation, elle a été déboutée parce qu'on dit non, votre cas est douteux. Donc on a un peu une machine à 2 vitesses. Quand l'administration veut se servir de ce cas pour enlever un médicament du marché, le doute bénéficie à l'administration, et quand il s'agit d'indemniser la victime, il bénéficie toujours à l'administration, mais pas à la victime, ce qui est un peu regrettable. Aujourd'hui, on a un problème avec la lamotrigine et l'allopurinol, qui sont les 2 plus grands pourvoyeurs de Lyell en Europe. Pardon, vous avez dit le premier médicament, c'est la lamotrigine. Lamotrigine. Oui. C'est un anticonvulsant. C'était connu sous le nom de Lamictal avant que ce soit génériqué. Donc la lamotrigine, en fait, c'est un médicament qui a été mis sur le marché en 1995. Donc après la fin de la période de surveillance, dans les années 2000, les ventes ont explosé et le nombre de victimes également. Et malgré ça, en 2008, il y a eu une extension de l'indication aux maladies bipolaires. Et c'est le 2e pourvoyeur de Lyell en Europe quand même. Et il n'y a pas de plan de gestion de risque. Et pareil pour l'allopurinol, qui est un médicament contre la goutte, qui lui doit avoir un problème de mésusage parce qu'il doit être prescrit 2 fois plus que la prévalence connue de la goutte. Et c'est le premier pourvoyeur de Lyell. Et là non plus, pas de plan de gestion de risque. Donc on n'a pas trop de visibilité. Et il ne figure finalement pas dans la liste des 77 médicaments. D'accord. Donc on n'a pas de visibilité sur c'est quoi le niveau maximum de risque acceptable. Et partant de là, on doute qu'on puisse construire un système d'information pertinent. Pour ce qui est du problème de l'indemnisation, nous pensons à ma liste, de ce que nous pouvons voir, que l'ONIAM est en train de devenir une compilation de fonds spécifiques, créés à la va-vite au gré des diverses crises sanitaires. Donc, il y a eu le fonds d'indemnisation des victimes par transfusion, donc victimes pour des virus HIV et hépatite C, le fonds d'indemnisation des victimes de la vaccination obligatoire, le fonds d'indemnisation des irradiés d'Opinal, et maintenant on parle de créer un fonds d'indemnisation spécifique pour les victimes du Mediator.
Donc le risque, c'est que dans 20 ans, l'ONIAM ne soit plus qu'un chapelet de fonds d'indemnisation où personne n'y comprendra plus rien, qui sera une véritable usine à gaz. Et nous, on pense qu'il faut sortir de cette impasse par le haut, que les crises sanitaires ne doivent pas conduire à ce que les victimes, parce qu'elles ont les honneurs de la presse, soient mieux traitées que toutes les autres victimes des médicaments, mais qu'au contraire, ce scandale du Mediator doit être l'occasion pour les politiques de mettre en œuvre une gestion globale du risque médicamenteux quel qu'il soit. Alors pourquoi je parle du risque médicamenteux dans son ensemble ? Parce que le médicament est un produit à risque, ça on n'arrête pas de le dire depuis déjà quelques mois, mais que le modèle qui préside à son acceptabilité pose problème. En fait, on pense qu'il est un peu inachevé aujourd'hui. Ce modèle, il est encadré par la notion de balance bénéfice-risque. Et ce modèle, en fait, il légitime l'idée qu'on puisse sacrifier une minorité pour le bien-être du plus grand nombre. Et c'est quelque chose qui nous paraît tout à fait défendable et que même nous, victimes des médicaments, on accepte complètement. Par contre, ce que nous n'acceptons pas, c'est que cette inégalité ne soit pas réparée dès le début. C'est qu'on ne pose pas dès le début que ce risque doit être indemnisé. Parce que quand il y a une majorité de citoyens qui vont bénéficier du risque qui vont bénéficier du médicament parce que c'est un progrès social, mais qu'il y a à côté peut-être 2 ou 3 personnes. Ou un progrès thérapeutique, quoi. Enfin, ce sont des vrais progrès. Oui. Mais à côté de ça, il y a toujours 2 ou 3 personnes qui vont subir des accidents, des effets indésirables très très graves. Donc il faut réparer ça à la base, ce qui n'a pas été pensé en fait par le régulateur à l'origine. Donc en fait, la situation aujourd'hui, quelle est-elle ? Je arrête là, ça n'a pas été pensé. Non seulement ça n'a pas été pensé, mais il semblerait que c'est pratiquement jamais indemnisé, puisque le représentant de l'ONIAM, c'est ce que vous alliez dire ? Oui. Bon, je voulais vous décrire la situation en fait aujourd'hui. Donc en fait, on part d'une situation où le risque, de fait, n'est pas du tout pensé comme un risque assurable et indemnisable. Et il faut savoir que depuis 88, le moment où la directive sur les produits défectueux aurait dû être transposée en France, le juge considère que si le risque est marqué dans la notice, on a ce qu'on appelle un risque légitime et que ça ne doit pas donner lieu, ce n'est pas un produit défectueux, que ça ne doit pas donner lieu à indemnisation. Donc on n'a plus une obligation de sécurité absolue, mais c'est une obligation de sécurité relative. Et la notice devient en quelque sorte un parapluie juridique pour les laboratoires qui sont complètement déresponsabilisés du risque. De la faute, mais aussi du risque dans son ensemble. Donc ça, c'est pour les victimes. Ça concerne particulièrement les victimes entre 88 et 2001 qui n'ont aucune chance de recours. Pour ce qui est de l'ONIAM, on a bien vu qu'elle ne résolvait pas du tout le problème des accidents médicamenteux, puisque ça doit représenter 2% des dossiers à peu près. En fait, l'ONIAM a résolu pas mal de problématiques, effectivement en créant la notion de solidarité nationale, mais elle n'a pas résolu le problème de la charge de la preuve, qui est très spécifique dans le cas des accidents médicamenteux. En fait, l'imputabilité d'une réaction à un principe actif ne peut pas être démontrée sur le plan individuel, et c'est ce qu'on voudrait demander aux victimes. Pourtant, je tiens à faire remarquer que quand on autorise la mise sur le marché d'un médicament, on doit prouver le bénéfice et le risque, et c'est toujours sur un plan statistique, parce qu'on sait que c'est absolument pas possible au niveau individuel. Donc il faut accepter qu'il y ait une démonstration qui soit faite sur le plan statistique, sachant que même sur le plan statistique, c'est pas forcément très évident, parce que aujourd'hui, par exemple, avec des études cas témoins, on peut faire ressortir que des niveaux de risque élevés. Donc aujourd'hui, on connaît les molécules à risque très élevé, mais celles qui ont un risque moins élevé, on ne peut pas le démontrer de façon formelle. D'accord. Pourtant, on sait que ce sont des accidents médicamenteux. Ça, on peut le démontrer. Donc nous, en fait, on a des propositions qui sont très simples. On pense je me permets de vous arrêter parce que, bon, pour que tout le monde puisse intervenir, il ne faut pas que les interventions dépassent 10-15 minutes. Là, vous en êtes à 10-12. Donc, pour les propositions, vous m'avez fait parvenir un document et on va le mettre à la disposition de la mission, parce que je l'ai reçu à titre personnel, qui est un document qui est très bien fait. Alors,
compte tenu du fait qu'on va pouvoir en disposer, peut-être pouvez-vous resserrer votre intervention concernant les propositions. Oui, je voulais juste résumer en 3 points. Il nous paraît important que le risque d'effet indésirable, surtout lorsqu'il est spécifié dans la notice, soit assuré. Donc il doit y avoir, pour nous, il doit y avoir une obligation d'assurance pour le producteur. En clair, quelle que soit la forme d'assurance choisie, soit il passe par des assureurs, soit il est son propre assureur, mais le coût du risque doit être intégré au final dans le coût du médicament, et sachant qu'il sera répercuté de toute façon sur le payeur final, la sécurité sociale, ça ne changera pas tellement le modèle économique des laboratoires pharmaceutiques, mais par contre ça apportera une vraie réponse à un énorme problème sociétal. Le fait que le risque soit mentionné dans la notice doit constituer une présomption de preuve pour la victime. Et cette mention doit aussi se traduire pour le producteur par une obligation de mettre en place un vrai plan de gestion de risque, pas ce qu'on trouve actuellement. Merci. Merci. Je vais donc passer maintenant la parole à Monsieur Gérard Raymond, président de l'Association française des diabétiques. Merci, Monsieur le Président. Vous savez, l'Association française diabétique est la première association de patients pour défendre et représenter l'ensemble de la communauté des patients diabétiques. Effectivement, nous nous sommes retrouvés en première ligne dans cette affaire-là du Mediator parce que, à premier abord, ce médicament avait été prescrit à l'ensemble de la communauté des patients diabétiques du type 2, en fait pour s'avérer que finalement, simplement, ce médicament avait été beaucoup plus prescrit à des non-diabétiques qu'à des diabétiques dans un cadre OAMM, mais on ne va pas refaire l'histoire. L'Association française diabétique s'est essentiellement consacrée sur 3 axes à partir du moment où cette affaire-là a éclaté. Réclamer le recensement de toutes les personnes qui ont consommé du Mediator, leur assurer au moins un examen afin de considérer le risque d'anxiété et que effectivement ces examens-là soient pris en charge à 100% par l'ensemble de la communauté. Cette première revendication a été assurée et faite puisque nous avons travaillé avec l'AFSAPS et l'assurance maladie à la rédaction de plus de 600 000 courriers pour envoyer à tous les patients qui ont pris du Mediator. Et encore actuellement, nous travaillons avec l'assurance maladie pour essayer de retrouver les patients jusqu'en 2006. Et l'État a assuré la garantie à 100% de ces examens-là, de toutes ces personnes. Notre deuxième axe a été effectivement de pouvoir indemniser les personnes considérées victimes du Mediator, et cela dans le cadre d'un fonds d'indemnisation publique regroupant l'ensemble des responsables. Le rapport de l'IGAS, s'il a pointé effectivement que le laboratoire Servier portait une très très large part de responsabilité. L'État avait aussi sa responsabilité en tant qu'État, et puis peut-être d'autres, notamment les assureurs de prescripteurs qui auraient pu prescrire OAMM. Ce fonds-là, nous le réclamons dans le cadre de l'OMNIAM, même si je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Madame sur ce que risquerait de devenir l'OMNIAM aujourd'hui, les difficultés de son fonctionnement, y compris notamment sur la nécessité aujourd'hui de revaloriser les indemnisations de l'OMNIAM, qui sont depuis 2002-2004 n'ont jamais été revalorisées. Et nous avons fait plusieurs propositions, et la dernière a été une proposition de loi qu'on a déposée jeudi dernier à l'Assemblée nationale avec le collectif interassociatif et d'autres associations pour provoquer un petit peu la création de ce fonds, parce que nous considérons qu'effectivement, depuis maintenant 5 mois, on a eu, je l'ai dit d'une façon un peu provocante, mais on a eu beaucoup d'effets de manche, mais on n'a pas eu beaucoup d'actions au niveau de la responsabilité de l'État. Et il semblerait qu'aujourd'hui, effectivement, nous rentrions dans une phase un peu plus active, un peu plus concrète. Sauf que pendant ce temps-là, nous avons bien vu que, y compris le laboratoire Servier, qui a fait des démarches directes auprès de certains patients, y compris certains cabinets d'avocats, etc., on a bien vu
vous connaissez mon franc-parler, certains marchands du temple occupaient le terrain et profitaient un petit peu de la misère et du désarroi des patients. D'autant plus qu'on ne peut que regretter qu'effectivement, dans la foulée, la raquerie de l'AFSAPS en publiant la liste des 77 n'a fait que augmenter la méfiance et la défiance des patients vis-à-vis du système, ce qui à un moment donné est certainement pas une bonne solution pour retrouver la confiance de l'ensemble du système. Donc sur ce fonds d'indemnisation, mais nous avons déposé la loi, on pourra en reparler si vous voulez bien. Il est bien évident que nous considérons que Servier devrait l'abonder, qu'il doit être géré d'une façon tout à fait indépendante et que la commission des experts doit assurer et les critères et les taux d'indemnisation. Permettez que je vous arrête là, parce qu'effectivement, Servier, c'est pas un philanthrope, hein, vous l'avez remarqué. Donc, si vous voulez attendre que Servier contribue au financement de ce fonds, je pense qu'on risque d'attendre longtemps, surtout si on veut que ce financement soit suffisant. Donc, je pense qu'il serait beaucoup plus, je dirais, astucieux hein, de faire en sorte que ce soit l'État qui avance et que l'État se retourne contre Servier pour ensuite peut-être obtenir ce que vous, un par un, vous n'arrivez pas à obtenir. Enfin, c'est une suggestion. Enfin, elle vient pas de moi. Hein, c'est l'audition du FC Que Choisir hier qui m'a apporté cette idée avec laquelle je pense qui me paraît intéressante. Je pense que nous aurons certaines informations dans peu de temps là-dessus. Il est bien évident que dans le cadre du comité du suivi du Mediator auquel nous participons, c'est dans cette direction-là que semblerait se diriger le gouvernement. Et nous attendons incessamment sous peu une information à ce sujet. Mais nous avons voulu aller plus loin. De toute façon, il faudra une loi pour encadrer ce fonds. Hein, c'est très clair. Et assez rapidement, nous le demandons avec force. Et le troisième axe de notre action a été effectivement, vous l'avez bien dit, la refonte de notre système de pharmacovigilance. Il est bien évident qu'on s'est bien rendu compte que aujourd'hui, à vouloir ne considérer que l'expertise scientifique et l'industrie pharmaceutique, nous avons fonctionné en vase clos, en consanguinité, et tout cela a engendré tout au moins certaines dérives. Nous considérons qu'effectivement, il faut reconsidérer l'expertise profane, l'intégrer dans l'ensemble de notre suivi de pharmacovigilance. Je tenais juste à vous dire que, par exemple, la commission de transparence de la Haute Autorité de Santé ne comporte pas d'association de patients et ni de patients. C'est quand même... même si... donc, il y a là certainement, effectivement, une refonte totale et les assises du médicament aujourd'hui... En discussion devrait refondre tout le système. Mais pour nous, ce qui est important, c'est que reconnaître effectivement le rôle des associations de patients, leur expertise profane. Vous avez entendu la spécificité de chacun d'entre nous, y compris toutes les associations dans leur propre domaine. Pouvoir être nous aussi des donneurs d'alerte pour les effets secondaires. À ce sujet, d'ailleurs, nous avons nous-mêmes alerté il y a peu l'assurance maladie, que nous considérons aujourd'hui comme étant peut-être la seule institution un peu stable pour le moment, et ayant des données scientifiques assez importantes, nous avons demandé à l'assurance maladie, y compris à l'AFSAPS et à la Haute Autorité de Santé, mais pourquoi pas, de faire une enquête sur les dernières molécules qui sont sorties pour le traitement du diabétique du type 2. Cela nous paraît important que dès la sortie de molécules, on ne laisse pas simplement le laboratoire faire des études, mais aussi... Vous pensez, en disant cela, à la pioglitazone, par exemple je pense au DPP4 des clyptines et au GLP1. D'accord. Effectivement. Et donc, nous considérons que dès la mise sur le marché d'une molécule, il faudrait que l'institution prenne une cohorte de patients, la suive, notamment sur les effets secondaires. Et puis, pour ne pas revenir à la dramatique affaire qui est le Mediator. Donc, sur ces trois points, effectivement, sur le 1, sur le recensement et le suivi de cohorte de patients, nous avons obtenu satisfaction. Nous attendons effectivement ce fonds d'indemnisation dans le cadre de l'Omniam, avec une gestion indépendante. Et c'est vrai que le risque de l'Omniam serait que l'empilement de fonds, il faudra bien aussi que là, le législateur reprenne un petit peu et redépoussière ce qu'est l'Omniam.
Et enfin, sur le troisième point, donc la refonte de notre système de pharmacovigilance, nous travaillons dans le cadre des assises du médicament et nous espérons qu'effectivement, nous aurons là véritablement un système transparent reconnaissant l'expertise profonde des patients. Merci, voilà. Monsieur Raymond. Monsieur Dominique Michel Courtois, vous avez la parole. Oui, je vous remercie, Monsieur le Président, de nous avoir conviés à ce débat. L'association est un peu spécifique, c'est-à-dire c'est une association qui a été créée en 2001 et qui s'est occupée dans un premier temps de l'isoméride, puisqu'on avait à peu près 500 patients. Malheureusement, à l'époque, les médias ne s'étaient pas emparés de l'affaire et on a donc engagé des procédures individuelles contre le laboratoire Servier, avec beaucoup de problèmes, c'est-à-dire des problèmes financiers, puisqu'il fallait pour chaque cas engager une procédure devant le TGI de Nanterre, avec des frais d'avocat plus ou moins, mais surtout des frais d'expertise. Et c'était des expertises avec 3 experts qui dépassaient les 5 000 €. Donc peu de gens ont engagé des procédures. Il y en a encore en cours. Effectivement, le laboratoire Servier a utilisé tous les moyens que l'on connaît, même d'autres, pour manifestement torpiller les expertises ou décider les personnes arrêtées. Néanmoins, il y a eu plusieurs jugements. Il y en a eu un, je ne sais pas si vous l'avez vu récemment, au mois de février, où on a obtenu la condamnation du laboratoire Servier, je crois, à 180 000 € pour une personne malheureusement décédée. Mais après 7 ans de procédure, puisqu'on est allé en cassation, enfin, le laboratoire Servier utilise toutes les possibilités juridiques qui sont à leur disposition. Et depuis, au cours de l'année dernière, on a vu arriver des victimes du Mediator. Mais fort de ce qui s'était passé pour l'isoméride, j'ai dit dans un premier temps, attendons, parce que si on repart contre les laboratoires Servier dans les mêmes conditions, je pense qu'on aura peut-être les mêmes résultats. Donc on a attendu un petit peu, puis il s'est passé, heureusement, ce qui s'est passé avec Irène Frachon, avec pas mal de publications, et donc l'affaire du Mediator est arrivée. Donc effectivement, on était tout désignés pour s'en occuper en même temps que l'isoméride. Et je ne sais pas si vous avez vu, on a pensé qu'il fallait peut-être vis-à-vis de Servier avoir une action forte dans un premier temps, même si on négociait secondairement la mise en place d'un fonds. Et donc on a déposé 650 plaintes au pôle de santé publique du TGI de Paris pour homicide involontaire, pour blessure involontaire, 100, je crois, pour tromperie. J'ai été reçu par les 3 juges d'instruction, puisque l'association, c'est partie civile dans les différentes homicides, blessures et tromperies. Et malheureusement, ces 3 juges, Pascal Gand, Anne-Marie Bello et Patrick Zintera, m'ont expliqué qu'il y aurait, ce qui était normal d'ailleurs dans le pénal, une expertise médicale pour chaque individu. Ce qui veut dire, ça plus le reste, qu'effectivement au pénal, on est parti pour des années. J'espère pas des dizaines d'années, même si la volonté politique est d'aller vite, je pense que la justice ira beaucoup moins. Et donc c'est vrai qu'on s'est tourné un petit peu vers la négociation via le comité de suivi des victimes du Benfluorex et Madame Hélène Fabre, pour justement, elle négocie avec le laboratoire Servier, car le but c'était d'essayer d'obtenir quand même le maximum du laboratoire, sachant que jusqu'à aujourd'hui ou hier, ce qu'il proposait était totalement inacceptable de toute manière. Donc c'est ce qui a été fait. Et ce que j'ai demandé depuis toujours, c'est un fonds d'indemnisation gouvernemental qui prendra en charge la totalité des victimes. Et je dis un peu en boutade, à la limite, en tant que président d'association, le financement, ce n'est pas notre problème. C'est-à-dire que ça soit Servier, que ça soit l'État, tout seul, ce qu'il faut, c'est qu'il y a des victimes. Alors on ne sait pas trop combien de milliers, mais ça sera sûrement des milliers ou des dizaines de milliers. Et effectivement, il faudra répondre à cette demande. Et je crois que c'est dans ce sens que l'on va. En ce qui concerne les différentes réformes, je crois que déjà vous en avez tous parlé. Moi, ce que je crois, c'est aux donneurs d'alerte. Et je pense qu'on devrait associer les patients beaucoup plus qu'on ne l'a fait jusqu'à aujourd'hui, en les motivant, en leur expliquant ce qui peut survenir des complications des médicaments. Et je pense que les patients, les médecins généralistes devraient être, si vous voulez, les premiers témoins de ces dysfonctionnements qu'il faudrait ensuite faire remonter, en espérant qu'au niveau supérieur, on ait des instances qui soient capables de réagir dans des conditions plus efficaces que celles qu'on l'a vues
et pour le Mediator, et parce que je m'en occupe aussi, les prothèses mammaires PIP qui intéressent 30 000 personnes, et où à l'époque l'AFSAFS avertissait un mois à l'avance des soi-disant contrôles inopinés qu'ils allaient faire. Donc ça leur permettait pendant un mois de mettre de côté le gel frauduleux, et quand l'AFSAFS arrivait, tout était beau. Donc là aussi, je pense qu'il faudra y remédier. Alors ça, effectivement, c'est un autre problème. Oui, mais enfin, c'est lié, ce sont les dispositifs médicaux. Hein. Alors, on en parlera un petit peu, mais ça ne constitue pas l'essentiel de l'enquête de notre mission. Hein. Mais vous avez raison de le signaler, c'est très important. Ah, puis il est surprenant que tout ce qui est matériel implantable, jusqu'à aujourd'hui, oui. Une fois qu'ils avaient obtenu l'autorisation, il n'y a pas de contrôle systématique, oui, et en plus, c'est délégué, en ce qui concerne les PIP, à une société allemande. Oui, d'accord. Vous avez terminé, monsieur? Oui, monsieur, je vous remercie infiniment. Monsieur Félicie. Félicie, voilà. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Madame la Sénatrice, de nous recevoir ce matin. Bien, la FNAT, je pense qu'on n'a pas besoin de la présenter, fête ses 90 ans cette année, à peu près 150 000 adhérents, et fédère plusieurs autres associations, dont l'association DES, dont on parle peu, ce qui est regrettable, qui est l'association des victimes du Distilbène. Ah oui. Et si vous me permettez, Monsieur le Président, sans vous paraître indélicat ou grossier, je formulerai le souhait qu'elle soit aussi reçue, parce que je crois qu'elle n'a été reçue par aucun des parlementaires en audition. Or, ça nous permettrait de voir, et je rejoins ce que dit Madame Le Pallec, que vous êtes ici devant un choix politique au sens le plus noble du terme. C'est-à-dire que pour l'instant, évidemment, il y a beaucoup de bruit parce que ceux qui sont plus ou moins responsables de façon directe ou indirecte font le plus de bruit possible pour qu'on ne se préoccupe pas trop des responsabilités de chacun. Mais là, vous avez un choix à faire politique. Soit vous vous servez de l'affaire du Mediator comme levier pour améliorer la globalité du système et essayer de l'améliorer de façon définitive, si tant est qu'on puisse améliorer les choses de façon définitive, soit vous répondez à l'affaire du Mediator avec une réponse circonscrite en créant un fonds d'indemnisation et basta, qui sera confié au nom à l'ONIAM, passez-moi cette expression, et puis on s'arrêtera là. Voilà. Et évidemment, sûr, c'est pas notre intention. Non, mais je vous accuse de rien du tout. Je dis que nous, on estime à la FNAT, parce que la FNAT, c'est quoi? C'est aussi, vous le savez aussi bien que nous, puisque vous avez dans cette maison, et on vous doit beaucoup de choses dans cette maison, vous avez eu à vous préoccuper des victimes de l'amiante. Et vous qui avez cette expérience des victimes de l'amiante, vous retrouvez finalement les mêmes stigmates dans cette affaire du Mediator. Une responsabilité évidente de l'État avec des carences des carences inacceptables, qui sont proches, passez-moi l'expression, mais d'une république bananière. Parce que quand on a des victimes qui vous signalent des choses, quand on a des effets indésirables qui sont signalés et que ça dort dans les tiroirs d'une agence sanitaire de l'État, je me demande si nous sommes en France. Hein? Je ne sais pas si l'adjectif est quand même un petit peu excessif. Hein, oui, sans doute, mais ça va bien de forcer le trait en ce moment sur cette question, parce que je pense qu'il faut quand même remettre les choses et voir l'ampleur du problème. Parce qu'il n'y a pas que le Mediator. On a eu l'amiante, on a eu le sang contaminé, on a les victimes dont parle Madame Le Pallec, on a eu avant l'isoméride, on a ces affaires de prothèses, on a les victimes du DES. Oui, il y a la Vendia, il y a la Céridastatine. Donc c'est bien systémique. C'est pas l'affaire du Mediator. Bien sûr. Donc nous considérons qu'il faut donner une réponse globale parce que manifestement dans ce pays, à travers ces crises, la sécurité, c'est excessif ce que je dis, je le sais bien, hein, mais la sécurité des personnes n'est pas réellement assurée en termes sanitaires. Sanitaire, oui. La sécurité sanitaire. Hier, j'entendais à la radio une proposition de loi faite par un collègue sur tous les effets indésirables causés notamment par les plastiques. Ça aussi, on en parle. Ce ne sont pas des choses nouvelles. On est toujours dans la même logique. On a quoi? On a l'intérêt économique qui est mis en avant pour surtout ne rien toucher. On a des agences sanitaires
qui disent oui, il y a peut-être quelque chose, effectivement, on en a entendu parler que, mais il faut qu'on fasse encore des études. Et on a d'autres, notamment certains industriels, pas tous, parce que je pense qu'il y a eu beaucoup d'évolutions sur ce sujet, qui vous disent, ou qui nous disent, ou d'autres, comme pour l'amiante, comme pour vous, comme pour le DES, comme pour tous les autres, mais où sont vos victimes? Il n'y a pas de victimes. Donc nous, on veut bien, mais il n'y a pas de victimes. Donc vous avez toujours les mêmes stigmates sur ces différentes affaires. Donc nous, ce pourquoi nous plaidons aujourd'hui, c'est un changement systémique, réellement, avec, en ce qui concerne cette affaire du Mediator, poser la question du médicament en tant que tel. Alors, si on fait une loi sur l'indemnisation des victimes du Mediator, ça fera, comme l'a dit je ne sais plus qui, je crois que c'est madame, une tranche de plus dans le millefeuille. Et en 2025, on aura un ONIAM qui aura 127 fonds pour 127 scandales différents, à votre guise. Si on prend le sujet globalement, je pense qu'il y a 3 axes dans une loi qui pourrait d'ailleurs être une loi de restauration de la confiance dans le médicament, parce qu'aujourd'hui, c'est bien ça. Aujourd'hui, vous avez... On a fait un rapport il y a 5 ans. Oui, et qu'est-ce qu'il est devenu? Qui portait restaurer la confiance. Oui. Oui, c'est pour ça que je dis ça. C'est pour ça que je vous dis ça. Oui, et alors c'est-à-dire que nos propositions n'ont pas été prises en considération. Voilà. Et pourquoi? Il faudra poser la question à M. Bertrand, puisqu'il était, je crois, c'est pas la personne de M. déjà Bertrand. de la santé. Voilà. C'est pas la personne de M. Bertrand ou d'un autre. Non, mais du ministre qui était en place à l'époque. Mais voilà, la substantifique moelle de cette affaire, elle est là. C'est-à-dire que des rapports, je veux dire là, on a l'impression de découvrir l'eau chaude avec l'affaire du Mediator. Tout ça, c'est connu. Vous avez des tripotés de victimes et d'associations qui vous diront toutes la même chose. Voilà comment ça s'est passé. Donc, les dispositions là, nous, on pense qu'il y a effectivement, parce qu'on a une longue expérience de ces affaires-là avec l'amiante. Vous savez, ça nous a quand même un peu bouleversé que l'État français accepte que celui qui a causé le préjudice dicte ses conditions d'indemnisation. Vous vous rendez compte à quel point nous sommes arrivés? Il n'y a pas quelqu'un qui est capable de... C'est comme si nous, victimes de l'amiante, on nous aurait demandé de négocier avec Eternit. En disant, voyez avec Eternit, peut-être qu'Eternit va accepter de vous payer un bout de la chose. Hein. On ne sait pas, négocier avec eux. Nous, on regarde. Donc voilà. Sur le fond, nous, il y a évidemment 3 axes. Il y a la prévention, c'est-à-dire améliorer le système en tant que tel. Bon, alors... Il y a plusieurs propositions qui sont faites. Vous allez recevoir, j'ai vu dans l'après-midi, ou c'était hier, je ne me souviens plus, Monsieur Étienne Cagnard de la Mutualité. C'était hier, oui. C'était hier, de la Mutualité française. J'ai vu et j'ai longuement pris connaissance des propositions, des 10 propositions, et effectivement, elles sont remarquables. Nous, là-dessus, on n'a pas de sujet majeur. Je veux dire, si il était adopté, et quand je dis adopté, si ça suivait derrière, parce que il faut encore que les décrets d'application sortent. Non, il faut d'abord, on peut le proposer, mais il n'est pas, c'est pas parce qu'on le propose qu'il sera adopté. Donc moi, si vous voulez, si vous nous adoptez la moitié des propositions qui sont écrites dans les propositions de la mutualité, moi, ça me va très bien. Hein. Je demande que la moitié, ayant un esprit pragmatique et le sens du réel. En revanche, ce que je pense, c'est que j'ai 2 sentiments là-dessus. Le premier, c'est le suivant. La question, elle est toute bête. Et souvent, combien on a de bataillons à mettre dans cette affaire? On est là, en ce moment, et vous le savez mieux que nous, à chaque projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale, à se demander comment on va rentrer dans les cadres pour ne pas perdre, en gros, la note AAA. Et là, combien de bataillons nous avons à mettre? Parce que qu'est-ce que vous entendez par des batailles? Quel est le budget qui va être réservé à cette réforme? Parce que c'est ça le problème. Le problème, il est là. On a en face de nous, je force le trait, mais à titre anecdotique, 18 000 visiteurs médicaux. Combien on a de personnes à mettre en place, nous? Quel va être le budget de cette agence? Comment on va faire? Toutes ces questions sont des vraies questions, à mon avis, quand on aborde ces réformes. Raison, hein. Donc... Partant de là, et j'essaierai d'aller rapidement, donc c'est la question du nombre de bataillons. De l'autre côté, je crois qu'il manque dans ce système quand même une véritable... Alors, vous parliez des plaintes au pénal.
Bon, alors c'est très bien les plaintes au pénal, ça fait beaucoup de bruit, les journalistes adorent, c'est superbe. Nous, ça fait 20 ans qu'on a déposé une plainte au pénal pour l'affaire de l'amiante. Les veuves, ça fait 20 ans qu'elles attendent que la plainte sorte. Donc, si vous voulez, nous, je pense qu'il nous manque, alors pourquoi pas imaginer aussi une espèce de corps indépendant qui serait chargé, effectivement, d'un corps complètement indépendant, alors peut-être type inspecteur IGAS pour le médicament, qui serait à la fois... Et je pense que l'important, c'est ça. On a l'AMM et on a ce qui se passe après. Et après, il faut effectivement, tout le monde est d'accord là-dessus, une surveillance constante et régulière, effectuée par des gens, je suis désolé, c'est une prérogative de puissance publique, qui ne peuvent avoir aucun lien avec une quelconque industrie, qui sont, à mon sens, qui devraient être des fonctionnaires d'État. Et c'est pour ça que je pense aux inspecteurs de l'IGAS, une sorte de pas de police du médicament, parce que ça pourrait faire sourire et penser à ça naïf, mais on a, vous l'avez dit, 5000... On parle de police sanitaire. Hein, oui, en termes administratifs, de droit administratif, mais en termes de... La police du médicament, ça me paraît... un corps spécialisé de fonctionnaires qui ne ferait... Dont le métier serait de contrôler la vie du médicament et ses effets indésirables. Vous pouvez garder des agences, mais on aurait un corps spécifique. Moi, on a 5000 molécules là. Moi, je pensais, par exemple, aussi, on peut tout imaginer. On est ici pour livrer des réflexions et on vous fera nos propositions écrites quand la loi sortira. Mais vous avez quelque chose qui fonctionne aussi, c'est la cellule Tracfin, par exemple. Oui. Il y a des choses comme ça à penser ailleurs que dans le médicament. En tout état de cause, il faut des gens qui soient capables d'exploiter des choses qui existent déjà. On a des CRPV qui fonctionnent très bien parce que le nombre d'agents a été augmenté, mais on a des choses qui existent déjà. On a une mine, et on le sait tous, ce sont les bases de données de la CNAM. Voilà. Vous avez vu la rapidité avec laquelle et l'objectivité avec laquelle, une fois qu'on a demandé à la CNAM de vérifier entre les gens qui avaient pris du Mediator et quelques années après qui avaient subi une hospitalisation, ils ont tout de suite sorti les choses. Et de façon imparable. Il y a là une mine extraordinaire de renseignements. Seulement, on ne va pas demander à la CNAM de faire le boulot des autres. Parce qu'en termes de responsabilité, elle ne peut pas l'accepter. Ça ne va pas devenir une agence sanitaire bis. En revanche, on peut avoir un corps d'inspecteurs, et notamment d'épidémiologistes rattachés ou pas à l'INVS, qui vont exploiter pour chacune des molécules ou régulièrement les bases de données et travailler. Et là-dessus, je suis sûr qu'on aura des choses. Donc ça, pour nous, c'est quelque chose d'assez important. Sur le reste, je vous dis, c'est cette idée d'avoir un corps indépendant, incorruptible, s'il ne s'agit pas de corruption d'ailleurs dans cette affaire, mais il s'agit de porosité. On a bien vu que c'est pas possible que des signalements restent dans des tiroirs. On a vu dans le rapport de l'IGAS, je veux dire, un scénariste de Los Angeles ou d'Hollywood n'aurait pas fait mieux que le rapport de l'IGAS. Ah, c'est extraordinaire, je veux dire, n'importe quel film qu'on a pu voir avec les vedettes américaines, le rapport de l'IGAS, je veux dire, ils nous l'achètent à Hollywood, ils nous l'achètent. C'est un bon scénario. Ah, mais c'est magnifique, et puis on a tout, c'est un vrai beau scénario. Il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Oui. Ensuite, oui, c'est pour ça que je vous dis ça. C'est pour ça que je vous dis ça. Ensuite, on a un point 2 qui est le point de l'indemnisation. Moi, je pense qu'on ne pourra pas évoluer sur la prévention en l'espèce du médicament si on n'évolue pas définitivement sur l'histoire de l'indemnisation. On a développé ce point-là la dernière fois à l'audition à l'Assemblée nationale avec Madame Le Pallec. L'idée est la suivante. Vous avez, vous, dans cette maison, un honorable sénateur qui a voté une loi fondamentale en 85 sur les accidents de la route. Monsieur le sénateur Badinter. L'idée était la suivante. Dans un carambolage, vous avez 20 ou 30 véhicules d'impliqués. Il vous sera impossible, quand vous êtes une victime, d'arriver à prouver qui vous a causé le dommage. Alors, plutôt que de faire 10 ans ou 15 ans de procédure ou 7 ans de procédure, avec des expertises, des contre-expertises devant des gens qui ont le temps et qui ont l'argent pour faire de la procédure, l'idée qu'a été posée par la loi Badinter, c'est au lieu de dire on va rechercher la cause, on va dire moi je me fiche de la cause. À partir du moment où un véhicule terrestre moteur est impliqué, le responsable doit payer. Qu'il s'assure
qu'ils deviennent solvables, ça c'est un autre problème. Mais on ne recherche plus la cause. Et quand vous remontez un peu cette affaire, parce que vous allez peut-être en train de vous dire, ce type est complètement fou, pourquoi il me parle de voiture alors qu'on a une audition sur le médicament? Quand vous remontez la chose, la voiture présente exactement les mêmes stigmates que cette affaire, quand vous prenez un peu de haut. La voiture est un élément de progrès incontestable pour notre société. Elle a un poids économique qui n'est pas contestable, avec une problématique liée aux emplois. Elle n'est pas remboursée par la sécurité sociale, hein, c'est la seule différence. Hein. Oui, mais il y a une obligation d'assurance. Il y a une obligation d'assurance qui solvabilise les victimes. D'accord? Mais la voiture en tant que telle, avec les progrès qu'elle a créés, avec les emplois qu'elle crée, la richesse économique qu'elle produit, elle crée un risque social évident. Et c'est exactement la même affaire pour la santé au travail, on l'a dit. À partir du moment où la loi de 1898 a été votée et qu'on avait dégagé le problème de la causalité, à partir du moment où vous êtes sur votre lieu de travail, autant un lieu de travail, l'employeur est responsable, et les employeurs entre eux ont mutualisé les risques pour s'assurer entre eux. Voilà. Dans l'assurance automobile, il y a une mutualisation des risques. Tout le monde paye pour les autres. À partir du moment où vous posez cette organisation-là, le secteur s'auto-organise aussi pour faire de la prévention. Parce que moi, je ne vais pas aller payer pour les carences de l'autre. Donc il va falloir qu'on améliore les choses. Donc ça, pour nous, c'est une pierre fondamentale. Et on le voit, c'est ce qui est dit ici. Il y a des victimes qui ne sont pas indemnisées, il y a des victimes qui passent 10 ans de procédure. Donc en gros, quelle est la réponse? Si c'est un problème de causalité, si on n'arrive pas à déterminer, on n'a qu'à chanter la causalité comme on l'a déjà fait sur d'autres sujets sociétaux importants, le travail, la voiture. Moi, je pense qu'il serait intéressant aussi d'interroger votre collègue Badinter sur cette question, parce que je pense qu'il a eu les mêmes problèmes à résoudre en termes de causalité, que c'était un risque social important, qu'il y avait énormément de morts, énormément de blessés, encore aujourd'hui, mais ça a chuté. Quand on socialise un risque par une assurance privée ou d'État, quand on socialise un risque, ce risque socialisé, mutualisé, va être un accélérateur de prévention. C'est clair. Personne aujourd'hui ne peut prétendre que le fait que le risque a été autant socialisé en 85 n'ait pas aussi contribué à la prévention. Personne ne peut prétendre que la branche AT-MP, aujourd'hui réunissant tous les employeurs, ne contribue pas à la prévention. Donc ça, c'est un deuxième axe pour nous, qui est de dire, admettons l'idée que le médicament est un progrès considérable, qu'on a des entreprises qui sont quand même parmi les meilleures du monde, qu'on doit préserver nos emplois absolument en France. Ça. Mais pour ça, il faut la confiance dans le médicament. Et il faut alors que eux acceptent de dire, effectivement, ça crée un risque, effectivement, on ne veut plus voir ces scandales arriver, donc on accepte l'idée que le médicament créant un risque implique qu'on ne s'occupe pas de la causalité et qu'il y ait une responsabilité qui soit mutualisée entre nous. Voilà l'idée. Si vous faites ça, c'est un pas de géant qui sera fait. Si on reste sur la création d'une tranche supplémentaire dans le millefeuille, on aura fait un petit saut de puce. Ensuite, le point 3 de ce projet qui pourrait être un projet de réforme, le point 3 me paraît quand même aussi fondamental. C'est on a un problème dans ce pays sur la politique pénale de la criminalité sanitaire. Je veux dire, on a déjà un système judiciaire dont on connaît les difficultés. Et on a, monsieur vous le disiez, un pôle de santé publique, ça c'est déjà un progrès. Mais est-ce qu'on a réellement une politique pénale de la santé publique ? Est-ce qu'on se dit qu'il faut avoir une appréhension, il faut avoir une véritable politique pénale de la santé publique? Et de se dire, effectivement, ceux qui dépassent les bornes, et alors là, attention, hein, qu'on soit bien clair, hein, pour nous, on ne met pas tout le monde dans le même sac, hein, il ne s'agit pas de tout mélanger, mais ceux qui dépassent les bornes,
parce qu'à la limite, les personnes, il y a des incriminations qui existent, mais pour les grands groupes, qu'est-ce qu'on a comme incrimination pénale? Écoutez, je vais vous dire, hein, même lorsqu'il y a des sanctions financières qui sont prévues, la plupart du temps, elles sont rarement mises en œuvre, sauf en ce qui concerne la publicité. Voilà. Donc, effectivement, vous avez raison. On a un sujet là-dessus. Oui, absolument. Il n'y a pas voilà. Et ensuite, j'en terminerai là. Sur l'indemnisation, je crois que Gérard Raymond a dit l'essentiel, nous aussi. C'est-à-dire qu'il faut aussi profiter de cette affaire du Mediator pour revoir le barème d'indemnisation de l'ONIAM. Il est évident que quand vous le comparez à à la majorité des décisions judiciaires, le barème n'est pas suffisant. Donc si l'idée, nous l'épousons à la FNAT, si l'idée c'est de dire on va créer un fonds pour éviter effectivement la judiciarisation et que les victimes errent pendant des années dans les palais de justice avant d'avoir une indemnisation, encore faut-il que l'indemnisation qui soit prévue couvre tous les préjudices, comme le font les juridictions. Si vous avez une indemnisation insuffisante, vous aurez les gens qui iront faire des procédures, parce que d'abord elles seront démarchées pour aller faire ces procédures en disant le fonds vous donne tant, mais devant un juge vous pouvez avoir plus, allez devant le juge. Voilà. Dernier point qui nous semble extrêmement important, c'est le préjudice d'anxiété. Préjudice d'anxiété a été reconnu par la Cour de cassation au sujet des victimes de l'amiante. Préjudice d'anxiété, c'est extrêmement simple. Les victimes ont été exposées à l'amiante, elles ne sont pas malades, elles n'ont pas d'atteinte. En revanche, elles ont des examens récurrents à faire. Et elles vivent en permanence avec cette angoisse de se dire peut-être qu'un jour, moi, je vais développer un mésothéliome et que je vais partir en 6 mois. Peut-être qu'un jour, je vais avoir un cancer bronchopulmonaire. Voilà. Et vous connaissez bien le sujet de l'amiante, donc. Ici, quand vous prenez la définition donnée par la Cour de cassation, ce n'est pas quelque chose que nous sortons de notre chapeau. C'est quelque chose qui fait partie du droit positif pour les victimes de l'amiante. Nous sommes exactement dans la même situation. C'est-à-dire que les victimes qui ont pris ce médicament, même celles qui n'ont rien, ont un préjudice d'anxiété. Et il faudra l'indemniser. Alors évidemment, quand on parle du préjudice d'anxiété, on commence à inquiéter fortement, parce que vous imaginez le nombre de victimes. Oui, non mais... Des victimes de l'anxiété, oui. Non mais d'avoir pris ce médicament et de se dire est-ce que je vais développer la pathologie et de vivre avec ça, c'est un vrai problème. Mais il n'y a pas qu'elle. Les victimes du DES. Savez-vous qu'une mère aujourd'hui de famille dont la mère a été exposée au DES peut se signaler à la sécurité sociale quand elle a une grossesse. Et elle est suivie en tant que telle, et elle a un arrêt maladie que vous avez voté. Qui est Tout à fait. Mais, moi je l'ai appris, et il y a peu. Eh bien, ces victimes du DES, ces mères de famille, elles ne sont pas suivies, elles ne sont pas remboursées à 100% pour leur suivi. Parce qu'on suspecte de l'apparition de cancer du sein chez ces femmes. Mais si elles veulent se faire dépister, eh ben, elles seront remboursées sur les bases du droit commun. Elles ne seront pas prises en charge à 100%. C'est quand même extraordinaire. Eh bien, ces personnes, elles ont aussi un préjudice d'anxiété. En se disant, est-ce que je vais ou pas développer... Donc, vous voyez, je veux dire, si on ne change pas radicalement avec cette affaire de l'amiante, le logiciel, définitivement, on va avoir une judiciarisation qui va être monstrueuse. Voilà. Bien, merci monsieur. On va passer donc maintenant aux questions. Alors, puisque je n'ai pas de rapporteur, je me tourne directement vers mes collègues ici présents pour leur demander s'ils en ont de s'exprimer et de poser des questions aux intervenants. Madame Blandin. Lors de la fusion d'autres agences, l'AFSET et l'AFSA, pour créer l'ANSES, la représentation officielle des associations, des usagers qui existait à l'AFSET a été péniblement acquise, mais acquise au sein du conseil d'administration de l'ANSES. Quelle forme la présence ou la parole sérieusement écoutée des associations de patients
pourrait prendre dans tout ce que vous avez chacun évoqué d'expertise d'usage ou sous le nom d'expertise profane ou bon, quelle forme ça pourrait prendre? Oui, Madame le sénateur, la sénatrice, pardon. Je pense que dans cette affaire-là, il y a une véritable réflexion à mener qui doit nous amener à la démocratie sanitaire et à la reconnaissance des associations d'usagers de la santé ou de patients. On a bien vu par les différentes lois, d'abord les lois du droit du patient en 2002, puis 2004, que nous avions gagné une place. Et que, on le voit bien, on nous a mis dans bon nombre de commissions, un peu partout, etc., pour faire bien. Plus souvent, vous servez de caution. Ce que nous voulons, nous, c'est véritablement jouer un rôle. Et effectivement, nous pensons que nous devons participer d'abord à la gouvernance de ces agences-là, dans les instances de gouvernance. Vous revendiquez une place au conseil d'administration? Au conseil d'administration, bien entendu. Bien entendu. Et ensuite, il est bien évident que chacun d'entre nous a une spécialité de pathologie et que c'est dans ce cadre-là de la spécialité que nous devons être soit auditionnés, soit participer à l'élaboration, que ce soit de recommandations, que ce soit de certificats ou autre. Ensuite, il est bien évident que derrière cela, il doit y avoir la reconnaissance des associations. Certes, aujourd'hui, nous avons des agréments, nous avons la reconnaissance d'utilité publique. Il nous semble que nous devons là aussi revoir et améliorer un petit peu cette reconnaissance. Et que si vous voulez que dans ce pays, il y ait une véritable transparence, une véritable démocratie et que les patients puissent participer, cette expertise profane puisse correspondre à un contrepoids de l'expertise scientifique, si vous voulez cela, il va bien falloir à un moment donné que vous nous donniez les moyens de pouvoir fonctionner, surtout de pouvoir nous former. Et la reconnaissance du bénévolat, la reconnaissance de l'engagement bénévole doit passer par cela. Aujourd'hui, il n'y a aucun financement de la démocratie sanitaire, si ce n'est 2 millions d'euros pour le collectif interassociatif et 30 000 euros pour chaque ARS, ce qui est quand même tout à fait dérisoire pour le nombre d'associations et surtout pour la nécessité de formation et de présence. Juste un exemple. Un pompier bénévole dans un village, il est rémunéré au moment de sa formation et au moment de son intervention. Je ne comprends pas pourquoi un bénévole d'une association n'a aucune rémunération pour sa formation, où c'est très difficile, et ne serait pas rémunéré s'il siège au conseil d'administration d'une agence ou autre. Il faudrait quand même on a de plus en plus de difficultés à trouver des pompiers bénévoles. Hein. Oui, je sais. Non, mais vous trouverez de moins en moins aussi de patients bénévoles aussi. Et ce serait un véritable manque pour notre démocratie si demain, des associations comme celles qui sont autour de cette table ne pouvaient plus fonctionner ou ne seraient là que simplement pour une amicale de protection organiser le concours de pétanque ou la galette des rois. C'est pas du tout notre mission, c'est pas notre volonté d'engagement bénévole. Et je le disais récemment, je trouve qu'aujourd'hui, notre engagement qui s'est placé sous des valeurs de solidarité, d'entraide et de partage, nous paraît aujourd'hui en danger. Si véritablement il n'est pas mis en place une véritable démocratie sanitaire. Alors justement, puisque vous en êtes, nous en venons à parler du financement des associations, je pense qu'on ne peut pas éviter de parler du financement par l'industrie pharmaceutique de ces dites associations. Vous n'en avez pas parlé, mais je vous en parle. Hein, je vous en parle, c'est peut-être un sujet secondaire, mais qui, à mes yeux, est quand même important par les temps qui couraient. Et je me tourne vers Madame Sophie Le Pallec et je lui demande, est-ce qu'elle est subventionnée par l'industrie pharmaceutique ? Nous ne sommes subventionnés ni par l'industrie pharmaceutique, ni par l'État. Votre réponse ne m'étonne pas. Enfin, en ce qui concerne l'industrie pharmaceutique, parce que je vois mal l'industrie pharmaceutique financer une association qui a pour objectif finalement de critiquer les médicaments. Alors, et vous, monsieur? Oui, alors... c'est légèrement différent. Hein. C'est légèrement différent.
Mais nous avons plus de 60% qui est de la solidarité nationale, hein, qui est donc Oui, alors du justement, budget. parlez-nous de votre budget là, parce que Alors le budget de j'ai l'association. des éléments, là, qui sont peut-être Non. incomplets ou en tout cas. Non, vous n'avez qu'à regarder sur le site internet de J'ai l'association. regardé. Tout est J'ai clair. regardé sur le site internet, mais notre budget, de la HAS. Hein. Ouais. Ah oui, alors non, il faut regarder sur le Oui, nôtre. voilà. Le nôtre est beaucoup plus précis que celui de Voilà. l'autre autorité Mais de vous allez- santé. et j'ai constaté que vous allez me dire si c'est vrai, Oui. que vous receviez de l'industrie pharmaceutique chaque année, enfin l'année dernière en tout cas, hein, 200 000 euros, 200 606 euros. C'est un calcul que Monsieur le j'ai dû sénateur, effectuer. Oui. nous recevons beaucoup plus que ça. Plus, ah bon, tout n'est pas Parce que déclaré. tout n'est pas alors. déclaré à la haute autorité Ah, de santé. Il y a d'accord. encore une ambiguïté dans votre tête. Ah, oui. Non. Très simplement, Donc, notre tous les budget, laboratoires ne déclarent pas ce qu'ils oui, vous versent. ce qui est du partenariat n'est pas déclaré, c'est que les dons qui sont déclarés. Ah d'accord, oui, vous avez en plus le partenariat. Bien sûr, bien sûr. Ah oui. Mais allez sur notre site, le centime d'euro est déclaré. 4 millions de budget pour l'Association française diabétique, le siège national. Plus de 60% c'est la générosité publique. 25% c'est l'industrie pharmaceutique. Et dans les bonnes années, l'État nous donne entre 5 et 10%. D'accord. Nous surveillons très attentivement ce financement-là et, pour vous dire, Lequel donc, vous surveillez le attentivement financement de l'industrie Ah pharmaceutique. oui, ça je vous comprends. Ce ne sont que des partenariats. Je Nous vous montons nous-mêmes des projets de prévention, des projets d'accompagnement, des projets d'éducation, l'ensemble de la communauté des patients diabétiques. C'est nous-mêmes qui réalisons les projets et nous faisons un appel d'offres. Et nous demandons à ce qu'il y ait plusieurs industriels qui viennent mettre de l'argent pour la réalisation de ces projets-là. Ce sont des partenariats, ce sont des conventions signées, tout à fait publiques, qui sont sur notre site et auxquelles vous pouvez avoir accès tout à fait. Et ça Nous voulons être totalement transparents. Oui, oui, non, mais la transparence, ça, maintenant, je connais pas quelqu'un qui s'oppose à la transparence. Hein. Ah ben, Bon, et ça me pose d'ailleurs moins problème, hein, si vous voulez. C'est que finalement, c'est pas la transparence le vrai problème. Il y a d'autres problèmes peut-être plus importants. Mais vous savez, monsieur le sénateur, comprenez, non, mais si vous permettez, je voudrais vous poser une question très simple. Est-ce que, bon, les laboratoires sont pas des philanthropes, hein, je pense que tout le monde est d'accord ici. Alors, pourquoi est-ce qu'ils subventionnent, par exemple, votre association et qu'ils ne subventionnent pas celle de Madame Le Pallec? Parce qu'on représente Pourquoi? 3 Pour quelle millions, raison? parce qu'on représente 3 millions et demi de patients et que, suivant les chiffres de l'OMS, vous le savez très bien, le diabète va se développer à une vitesse vertigineuse. Oui, mais alors, Et que là, il y a une source de et financement. si vous subventionnez, c'est pour quelle raison, d'après vous? Je pense que parce qu'ils ont compris, notamment sur la pathologie diabète, que simplement le traitement n'était pas la seule thérapie qu'il fallait mettre en place. Et que il y avait certainement aussi un facteur d'accompagnement, d'éducation et de qualité de vie. Et que dans ce cadre-là, je pense que l'industrie pharmaceutique a parfaitement compris qu'elle avait aussi un rôle d'éducation et d'accompagnement. Mais c'est bien pour ça que nous avons été extrêmement vigilants sur la loi et sur l'article, enfin les articles 11, 61, 2, 3 sur l'éducation et l'accompagnement. Oui, mais à mon sens, vous ne l'avez pas été assez. Oui, oui, mais je sais que les sénateurs étaient beaucoup plus... Non, mais nous... mais nous verrons bien avec les décrets d'application. Oui, je pense que l'industrie pharmaceutique ne peut pas financer l'éducation thérapeutique. Ah, je suis d'accord avec vous. Directement ou indirectement. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Juge parti. Nous et si on souhaitions un finance fonds, une association comme la vôtre, c'est parce que il y a des retombées forcément. Des retombées qui ne sont pas nécessairement des retombées qui sont utiles à l'amélioration de la qualité des soins qui sont destinés aux diabétiques. Quelquefois, ça peut arriver, mais ça n'est pas toujours le cas. C'est un débat qu'on aura. Mais je tiens à ce qu'il y ait entre le laboratoire et les patients, quels qu'ils soient, même lorsqu'ils sont groupés en association, qu'il y ait des médecins. Parce que les médecins, me semble-t-il, sont ceux, et encore des médecins qui n'aient pas de lien d'intérêt, bien entendu, avec l'industrie pharmaceutique. Il n'y en a pas beaucoup, me direz-vous, mais il y en a. Et que ce soit eux qui aient la charge bien de conduire cette éducation thérapeutique. Parce que toute information qui émane d'une entreprise, quelle qu'elle soit, ça n'est pas une information, c'est de la publicité. Et ça, et oui. Alors moi, la proposition que je vous fais, si par exemple l'État s'engageait à dire... Les 200 000 euros que vous versez, enfin, vous m'avez dit que c'était plus. Hein. Bon, aujourd'hui, on est à peu près 800 000 euros. Bon, si les 800 000 euros, l'État s'engage à dire, écoutez,
on vous les accorde et vous acceptez de ne plus avoir de lien financier avec l'industrie pharmaceutique. Il n'y a aucun souci. Vous dites oui. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais juste, c'est tout ce que je voulais savoir. Juste une précision. L'information de l'industrie pharmaceutique, elle fait ce qu'elle veut. Ben oui. Ça, c'est son problème. Ben oui. Sauf que l'information faite par l'Association française diabétique est tout à fait indépendante. Oui, mais et c'est pas parce que l'industrie pharmaceutique en finance son développement ou sa publication qu'elle a un intérêt ou qu'elle a mis une virgule. Nous refusons effectivement à ce que le contenu soit validé ou vu par l'industrie pharmaceutique. Nous sommes totalement libres sur nos publications. Et ça, c'est très important. Mais cela dit, tous les médecins sont libres. Hein. Ils ne sont absolument pas influencés par les visiteurs médicaux. Non, certainement pas. Absolument pas. Certainement pas. Ben, c'est ce qu'ils disent en tout cas. Oui, mais vous savez, aux assises du médicament, je suis dans cette commission-là. Oui. Donc, nous avons vu les visiteurs médicaux. Mais vous pensez que vous êtes plus fort que les médecins? Vous n'êtes pas influençable? Mais je pense qu'on est influençable nous aussi, bien entendu. Ah. Il y a là un équilibre qui peut se faire. Oui. Et justement, je n'ai pas vu dans la liste de vos financeurs, qui sont, vous avez raison de le dire, très nombreux, j'ai pas vu le laboratoire Servier. Alors... Eh bien, j'ai l'habitude de dire, monsieur le sénateur, que j'ai des conflits d'intérêts avec tous les industriels, sauf avec Servier. Vous n'avez jamais eu? Non. Ah oui, c'est une information qui est, par les temps qui courent, qui n'est pas complètement indifférente. Très bien, merci. Je vais passer d'abord la parole à monsieur Van Lorenberg qui me l'a demandé tout à l'heure. Oui, je voudrais, enfin moi sur ce point, mais j'avais une autre question aussi à poser, mais qui n'est pas sur le financement. Mais c'est évident que à partir du moment vous demandez aux industriels du médicament, dont le métier est de vendre du médicament, de faire de la prévention, ils vont contre leurs intérêts. Donc ça paraît effectivement incompatible. C'est une simple remarque, mais elle ne peut paraître de bon sens. Je voudrais revenir sur ce que j'ai entendu tout à l'heure, qui m'a paru fort intéressant, c'est la réforme systémique que sur la plupart des bancs j'ai entendu demander, réclamer, qui me paraît fort intéressante, parce que c'est vrai que s'en tenir uniquement à l'affaire du Mediator, ça serait réducteur, et c'est bien d'ailleurs l'objet de notre mission, hein, c'est d'élargir le champ à une réflexion plus générale sur la fonction du médicament. Et j'ai trouvé des propositions fort intéressantes. Je pense que nous pourrions effectivement en faire une proposition de la mission. Simplement, j'ai entendu monsieur le représentant de la FNAT nous dire Félicie, oui, monsieur Félicie, souhaitait aller un peu plus loin et demander aussi, en faisant référence à l'amiante, une politique pénale de la santé publique. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on met dedans, quoi. Politique pénale de la santé publique, de toute façon, il y a une politique pénale de la santé publique. La difficulté, on l'a vu à propos de l'amiante, c'est de remonter jusqu'au coupable. Quand il y a un temps de latence, ou comme dans l'affaire du Mediator, on sait aussi qu'avant que l'affaire se déclenche, il y a déjà eu des victimes, et que depuis, ça continuera. Donc la difficulté, mais ça me paraît quand même un peu plus simple dans l'affaire du Mediator, parce qu'on connaît le fabricant, il n'en demeure pas moins que la prescription est aussi à envisager dans l'affaire pénale. Et là, vous aurez beaucoup de difficultés à entendre les médecins qui ont prescrit, et dans quelles conditions. Mais je pense que c'est bien de dire qu'il faudrait une politique pénale de la santé publique, sauf qu'on ne voit pas bien comment on va pouvoir la mettre en œuvre avec tous les égards que la justice doit avoir vis-à-vis aussi bien des victimes que des coupables. Alors, et puis le dernier point, j'ai jamais entendu parler, alors je sais pas, peut-être Marie-Christine Blandin a plus de mémoire que moi, mais dans l'affaire de l'amiante, qu'on a bien suivi, le préjudice d'anxiété, oui, certes,
Mais j'ai jamais entendu parler qu'on puisse indemniser, qu'on puisse prendre en compte le préjudice d'anxiété. Comment voulez-vous mesurer cela? L'angoisse de la mort ne peut pas être indemnisée. Aussi, on peut pas l'indemniser. L'angoisse de la mort ne peut pas être indemnisée, je suis d'accord avec vous. J'ai jamais entendu parler de ça, mais même si on le sait, beaucoup de victimes de l'amiante redoutent d'aller passer les examens complémentaires pour vérifier annuellement, je sais plus, je crois que c'est à peu près le temps qui est le timing qui est prévu, redoutent d'aller faire cet examen. Mais ça, c'est une angoisse quand même qui est un petit peu différente que de l'angoisse existentielle. C'est une angoisse qui est quand même qui résulte d'un préjudice. Mesurable. Maintenant. Étant donné que l'angoisse existentielle, le seul préjudice, c'est d'être né. On a pris le préjudice, on a pris en compte le préjudice dans cette affaire, et ça me paraît juste légitime au niveau de la retraite. Mais il est difficile de le prendre au-delà. Bien. Madame Blandin. Juste une réponse. Le préjudice d'anxiété n'a pas été individualisé dans aucune démarche. Simplement, il a été plaidé par les avocats pendant les démarches normales de revendication des victimes, en même temps d'ailleurs que le préjudice de, excusez-moi le terme, de décote sur le marché du travail pour avoir travaillé dans un lieu contaminé. Et quand vous parlez d'une politique pénale spécifique, sanitaire, il faut savoir qu'aujourd'hui, les procès échouent, pas seulement parce qu'il n'y a pas de politique spécifique, mais parce qu'il y a un arsenal périphérique qui permet de botter en touche. On a la faute non intentionnelle qui est utilisée systématiquement. Et une des seules condamnations de l'employeur avec des indemnités très lourdes pour les victimes réelles et les victimes potentielles a eu lieu au tribunal de Lille, uniquement parce que les avocats ont pu mettre sur la table la politique régionale qu'on avait menée de désamiantage des lycées depuis 1993 en inondant les mairies, la presse, etc. sur les preuves du danger de l'amiante. Et ça a servi aux avocats. Et quand vous évoquez le pôle santé de Paris, je rappelle que son manque d'OPJ et son manque de juges, de greffiers, etc., pèsent pratiquement aussi lourd qu'une absence de politique sanitaire pénale spécifique, quoi. Il y a aussi tout ça à toiletter, quoi. Sans refuser votre proposition, mais on en voit mal les contours. Voilà. Alors, Monsieur Pellicy veut peut-être... Je vais essayer de faire vite parce que je ne vais pas emboliser le sujet. En ce qui concerne préjudice d'anxiété, et c'est bien la preuve, et vous m'en voyez réjoui qu'on est encore sous les égides de Montesquieu et que le pouvoir législatif est indépendant du pouvoir judiciaire, parce que manifestement le pouvoir législatif ici présent ignore que la Cour de cassation... C'est pas un pouvoir, il n'y a pas de pouvoir judiciaire. Oui, malheureusement, vous avez raison, c'est une autorité, oui. Et je le regrette. Mais la Cour de cassation, par un arrêt du 10 mai 2010 pour les victimes de l'amiante, a reconnu un préjudice d'anxiété en disant les choses suivantes. On vous fera passer cet arrêt, bien évidemment, et tous les commentaires de doctrine qui ont été rendus à ce sujet, parce que c'est quand même une évolution majeure du droit prétorien, certes, pas législatif, mais pourquoi pas que le législateur ne se saisisse de cette évolution? La Cour de cassation, il n'y en a qu'une seule. Hein. Oui, non, c'est le plus haut degré de juridiction en France, celui qui dit le droit. Mais je ne sais plus de quelle cour d'appel. Madame Blandin, micro. Je ne sais plus de quelle cour d'appel. En tout cas, le droit a dit, la Cour de cassation, qui est la juridiction qui dit le droit, a dit, en parlant des victimes, qu'elles se trouvaient dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante et étaient amenées à subir des contrôles et examens réguliers propres à réactiver cette angoisse. Oui, voilà la définition du préjudice d'anxiété en droit français aujourd'hui. Bon, ça, passons. D'accord. Hein, oui. Non, mais je veux dire, c'est pas quelque chose qui n'existe pas. J'entendais tout à l'heure qu'on me disait, ça n'existe pas, qu'est-ce que c'est que ce machin? Non. Je disais que je n'avais pas entendu parler dans
l'affaire de l'amiante, mais vous signalez que ça a été pris en compte par la Cour de cassation. Je voudrais en voir les conséquences. On va vous envoyer l'arrêt, les doctrines. Nous, ça fait 15 ans qu'on plaide ce préjudice d'anxiété et on a enfin arrivé à le faire admettre en droit français. Ensuite, en ce qui concerne, vous faisiez tout à l'heure allusion à la loi Fauchon, à l'Arsenal. Vous faisiez allusion au manque de moyens du pôle de santé publique. Madame la sénatrice, je ne peux que vous serrer la main. Parce que ce n'est pas moi qui rédige les lois, ce n'est pas moi, et c'est pas une attaque, hein, c'est pas un truc... Non, non, je veux dire, non, mais c'est un constat. Je veux dire, c'est pas moi qui écris la... Moi, je n'écris pas la loi, ce n'est pas moi qui a rédigé la loi Fauchon, sur effectivement ce que vous mentionnez, ce n'est pas moi qui vote le budget de la justice tous les ans, et si c'était la FNAT, on aurait sans doute un déficit encore plus important qu'aujourd'hui, certes, je vous le concède, mais je pense que j'aurais triplé le nombre de greffiers au pôle de santé publique de Paris et j'aurais quadruplé le nombre d'OPJ et doublé le nombre de magistrats. Ça, c'est clair. Et on aurait peut-être... C'est parce que la politique pénale, c'est pas de dire... Et loin de là, pour moi, c'est pas moi qui vais vous faire cette diatribe. La politique pénale, c'est pas de dire... On va faire du répressif, on va dire que lui va faire tant d'années de prison et aura tant d'années d'amende. Non, la politique pénale, c'est la découverte d'une criminalité particulière et une politique spécifique avec des moyens spécifiques, autant dans la prévention que dans la répression, avec des incriminations spécifiques, parce qu'aujourd'hui, je suis navré, mais sur la responsabilité des personnes morales, on est encore au stade préhistorique. On a des petites amendettes là qui traînent par rapport à des chiffres d'affaires de milliards et de milliards, mais est-ce qu'on a dans ce pays? Sans doute oui. Vous faisiez tout à l'heure allusion à votre rapport resté dans un tiroir depuis 5 ans, qui est un rapport remarquable. Non, mais je suis pas... Merci, monsieur. Non, mais c'est vrai. La chose est vraie. Je veux dire, mais on a réfléchi. Je pense que dans ce pays, on a réfléchi sur la responsabilité des grands groupes en termes de responsabilité pénale. Et là, j'en viens à un propos que je trouve très important, parce que ce qui a été dit tout à l'heure me gêne. Moi, enfin, à la FNAT, on n'a jamais pensé qu'on ne pouvait pas... Alors, en ce qui concerne le financement, nous sommes pauvres. Hein, personne ne nous finance, donc là-dessus... Vous n'avez pas de financement de l'industrie pharmaceutique? Ah non, vous voyez, nous sommes trop maigres pour être malhonnêtes. Nous avons que la peau sur les os. Non, on a des subventions qu'on demande à l'État, voilà. Mais bref, c'est pas le sujet. Je veux dire, nous sommes à la CNAM. Et vous citiez tout à l'heure son nom, et on doit rendre à César ce qui appartient à César. L'intelligence de Xavier Bertrand sur les entretiens du médicament, sa grande intelligence, c'est d'avoir mis en face tout le monde. Et nous avons toute confiance en ce ministre, parce que je pense que même si c'est difficile, il aura je ne devrais pas utiliser ce mot-là parce que c'est un ministre de notre République, mais il a la poigne pour imposer un changement. Et il a eu l'intelligence, je ne sais pas ce qui sortira des entretiens du médicament, ça c'est un autre sujet, mais il a eu l'intelligence de mettre face à face des gens qui ne se parlent pas. D'accord? Ou qui refusent de se parler, ou qui ne se parlent que devant les tribunaux. Nous, on n'a pas cette culture-là à la FNAT. Nous, on est disposés à parler avec les entreprises du médicament. Demain, on est disposés à organiser une convention et à parler avec les entreprises du médicament sur cette problématique du risque dans sa globalité. Parce que nous pensons, et c'est la FNAT qui vous le dit, que le business, c'est pas honteux de gagner de l'argent, y compris avec le médicament. Il n'y a rien d'honteux à ça. Et au contraire, ça crée des emplois. C'est un progrès. Vous comme moi, j'aimerais pas du tout que un de mes enfants ou un de mes proches décède d'une pneumonie parce qu'il n'y a pas le bon antibiotique. C'est n'importe quoi d'avoir cette position. Ce qu'on dit simplement, c'est que nous, on n'a pas cette culture. On a la culture de la Caisse nationale d'assurance maladie. Nous sommes FNAT, association de victimes du travail. On a en face de nous les employeurs, ceux qui créent le risque et qui produisent des sinistres. On ne s'est jamais écharpé. On travaille ensemble. On monte sur des actions de prévention ensemble. Je veux dire, tout ça se fait naturellement. On a la culture du FIVA. Dieu sait que le FIVA, on a la culture du FIVA. Moi, j'ai de très bonnes relations avec les représentants des employeurs. Mais j'abrège là-dessus. Je termine sur ça. Je dis que si on est dans une politique du risque socialisée avec une solvabilisation par l'assurance, quelle qu'elle soit, on arrivera à parler avec les entreprises du médicament dans un autre registre que celui des tribunaux, que celui de l'infréquentable. Les entreprises du médicament ne sont pas infréquentables. Il faut simplement imposer
une notion de risque acceptée et socialisée avec elle, mutualisée par elle. Et on pourra discuter de prévention. Non, parce qu'il y a une dernière question que je voudrais vous poser, sauf si mes collègues en ont encore d'autres, hein, mais personne n'a parlé des actions de groupe, si vous voulez, et alors je voulais savoir si c'était volontaire, si c'est parce que je constate, on parlait tout à l'heure de l'isoméride, là, monsieur Maître Courtois. L'isoméride aux États-Unis, ça représente pour le laboratoire qui l'a commercialisé une dépense qui est estimée à 15 milliards d'euros. Je dis bien milliards d'euros. En France, vous l'avez indiqué, si on cumule les deux affaires, hein, ça fait 600 000, 700 000 euros. Oui, hein. on cumule les 4 affaires, voilà. Je crois que ça atteint ce prix-là. Voilà. Alors, vous voyez, là, effectivement, je ne dis pas que ce sont les actions de groupe qui vont faire la différence, hein, mais c'est quand même un système qui, aux États-Unis, a l'air de marcher très bien, parce que, contrairement à ce qu'on croit souvent, les tribunaux n'ont même pas besoin d'intervenir. Hein. Ce sont souvent des transactions qui ont lieu en amont parce que le tribunal est dissuasif. Hein, et les transactions sont quand même très... Alors, je voulais savoir ce que vous en pensiez. C'est difficilement transposable en France. Ah oui. J'ai 2 avocats américains qui sont venus me voir la semaine dernière, qui est Kate Urban, qui est de New York, et puis un autre qui est de Santa Clara, en Californie. Ils voulaient voir si effectivement ils pouvaient apporter, enfin j'ai bien compris ce qu'ils venaient voir, je comprends. Mais si vous voulez, ce qu'ils voulaient, c'est qu'il y ait des dizaines de milliers de victimes regroupées, que toutes les associations se regroupent, parce qu'ils nous ont expliqué, si vous voulez, que aux États-Unis, les laboratoires avaient des avocats qu'ils payaient très très cher, et qu'en contrepartie, il était normal que les avocats américains qui prennent les victimes soient aussi payés très cher. Donc, mais j'avais 1500 victimes en plus de celles qui ont déposé plainte, donc ça ne l'intéressait pas. Mais il a expliqué, par exemple, aux États-Unis, la condamnation du laboratoire sur le plan pénal, si vous voulez, pour l'isoméride, c'était 4,3 milliards de dollars. Donc c'est dissuasif, c'est-à-dire en plus de ce qu'ils doivent indemniser, le laboratoire savait qu'il allait être condamné à 4, donc il a préféré, si vous voulez, faire effectivement, enfin il y avait une action de groupe, il a préféré payer, mais par exemple aux États-Unis, une victime de l'isoméride a touché 435 millions de dollars. Donc on n'est pas du tout, si vous voulez, dans les mêmes rapports par rapport à la France. Et puis, même si on dit 435 millions de dollars, c'est quand même supérieur pour une à victime 700 000 euros, hein, qui n'est pas décédée. Donc on est dans des barèmes qui sont totalement différents. C'est pas la même culture et en plus, mais c'est pas méchant ce que je dis, si vous voulez, je vois pas en France les avocats, et on l'a bien vu dans l'affaire du Mediator où ça part dans tous les sens, on voit pas les avocats se regrouper, si vous voulez, et avoir une action commune, avoir des avocats spécialisés qui seraient regroupés et qui aideraient les victimes. Et c'est vrai ce que disait d'ailleurs M. Saoud l'autre jour, autant dans le sida, on avait un petit peu une conscience, enfin là pour le Mediator, ça part dans tous les sens, mais par contre, on pourrait faire, pas forcément une class action à l'américaine, mais on pourrait quand même mettre les bases d'une action à la française. Ça, je pense que c'est possible. Peut-être pas avec les mêmes critères, mais c'est possible. Et pourquoi pas choisir l'occasion du Mediator pour essayer d'en rediscuter. D'accord, bien. Donc plus personne ne voulant intervenir, là on a une ponctualité extraordinaire. Vous vouliez intervenir, monsieur? Non? Oui? Je voulais dire pour les syndromes de Lyell, ça n'a pas lieu d'être puisqu'on n'a pas suffisamment de victimes par molécule pour se retourner contre un laboratoire précis. Sachant qu'avec les génériques, ça réduit encore cette possibilité. Donc le seul contre qui on pourrait se retourner, c'est dans une action de groupe, c'est l'État en fait. D'accord. Très bien. Bon, plus personne ne voulant intervenir, nous allons lever la séance et je vous remercie. C'est la fin de cette table ronde consacrée au scandale du Mediator. Je vous rappelle que toutes les auditions de la mission d'information du Sénat sur le Mediator sont disponibles en VOD sur notre site internet publicsénat.fr. Je vous donne rendez-vous cet après-midi à partir de 17h pour suivre en direct sur notre antenne les questions cribles thématiques. Elles sont consacrées aujourd'hui aux problèmes énergétiques. Très belle journée à tous sur Public Sénat.